Bonsoir et bienvenue à tous et à toutes et à tous pour ce nouvel épisode de Ionis Next, que je suis très heureux de représenter aujourd'hui en compagnie de Cyrielle Ariel. Salut Cyrielle. Bonsoir Thierry. Alors d'habitude Cyrielle, c'est plutôt toi qui es à ma place, puisque tu es dans le rôle de l'intervieweuse plus que dans celui de l'interviewé, où tu reçois chaque semaine sur BFM Business dans l'émission Objectif Raison d'être des dirigeants qui ont fait le choix d'une économie plus humaine et plus responsable. Et tous les matins, du lundi au jeudi je crois, à 7h40 sur BFM Business Et toujours. tu es bien matinale, Mais Thierry. tout à fait, mais je t'ai regardé en replay. Parce qu'à 7h40, faut quand même pas exagérer. Non, je plaisante. Tu pars à la rencontre d'entreprises ou d'entrepreneurs, d'initiatives à impact. Alors donc tu es une journaliste, qu'on appelle une journaliste engagée. Tu mets la lumière sur celles et ceux que tu appelles des. Alors on verra comment on les appelle, des changemakers, en tout cas des gens qui opèrent des bascules. Bien dit, qui opère des bascules, c'est bien dit. Alors, tous ces gens, tu les as interviewés dans ce livre. Alors pas tous, mais il y en a quand même beaucoup, il y en a 37 je crois. Nos raisons d'être vers une société durable et plus humaine, que tu as coécrit avec Sylvain Raymond. Alors c'est un bouquin qui est à la fois un petit peu théorique et quand même très pratique. Où tu reviens sur ce fameux grand mouvement. Alors on verra de comment on caractérise ce mouvement qui s'est largement d'ailleurs accéléré avec la crise, donc le basculement vers la raison d'être, l'émergence des entreprises à mission, le rôle accru de l'économie sociale et solidaire, bref tout ce qui contribue à faire naître cette société plus durable et plus humaine. Vous êtes donc allé à la rencontre de 37 personnalités. Alors je cite les plus connues, mais la plupart sont très connues. Alors, il y en avait certaines que je connaissais pas. Lesquelles Je te dirai plus tard. Donc on a du Cyril Dion, on a Yann Arthus Bertrand, les usual suspects, Eva Sadoun, Brice Rocher, Cécile Duflot, Julie Valbaume-Allais, je la connaissais pas, la CEO de Maison du Monde. On y trouve aussi des tribunes, des textes de notamment Sarah Lahiri, la secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de l'engagement, d'Olivia Grégoire, la secrétaire d'État à l'OSS, qui en l'occurrence avait aussi été la présidente de la commission qui a donné naissance à la fameuse loi Pacte de 2019. Et donc ton co-auteur et toi, vous n'hésitez pas, vous posez des questions à ces gens et vous leur demandez à eux quelle est leur raison d'être. Alors c'est marrant parce que souvent c'est assez intime, il y a parfois des choses qu'on apprend. La famille qui revient beaucoup, je sais si tu as lu. Il y a, ça fait très, je me présente aux élections américaines. Et donc, ma première question, alors je précise pour ceux qui nous suivent, pardon, que vous pouvez nous poser des questions dans le chat et on essaiera de prendre un gros quart d'heure à la fin, sauf si on voit des questions alors qui m'apparaissent sur l'écran de contrôle et que je te poserai au fur et à mesure, mais posez vos questions à Cyrielle. Cyrielle qui elle-même passe sa vie à poser des questions aux autres, se fera un plaisir d'y répondre. Pour une fois, je répondrai. Ma première question, en tout cas pour ce qui te concerne, c'est qu'est-ce qui est en train de se passer? On voit, je disais, il y a à la fois Cécile Duflot, Jean-Dominique Sénard, donc il y a à la fois des gens très engagés, plutôt très militants. De tous bords politiques. Et puis des gens dont qu'on ne s'attend pas à voir, disons, dans le même sac. Qui sont à la fois des contestataires du système ou des gens qui sont carrément à l'intérieur du système. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la crise, elle a, comme on le dit souvent maintenant, accéléré tout ça? Est-ce que c'était déjà largement en germe? C'est quoi ce mouvement où on a le sentiment que tout le monde veut un monde meilleur et on se regarde un peu les uns les autres? Ça, c'est quoi? Qu'est-ce qui réunit tous ces gens? Le mouvement, je pense, venant de la société civile, des scientifiques comme le climatologue Jean Jouzel, il le dit. Jean Jouzel, il le dit. On rappelle, il était à la tête du GIEC quand le GIEC a été prix Nobel de la paix, l'organisation qui a été prix Nobel de la paix. On le rappelle. Enfin, en fait, c'est ce qu'il dit. Je lui dis, mais en fait, Greta Thunberg, elle a squeezé les médias, le monde médiatique, elle a inspiré des millions de jeunes à travers le monde, mais elle ne fait que relater ce que le GIEC dit depuis 1988, c'est-à-dire pratiquement mon âge, depuis 33 ans. Et je lui dis, mais est-ce qu'il y a un sentiment de frustration? Il dit, en fait, on aurait dû avoir une Greta Thunberg bien avant. Donc, il y avait Jacques Chirac. Il y a eu Jacques Chirac qui a dit que la planète brûle et qu'on ne regarde pas.
Il y avait en 92 effectivement le sommet de la Terre à Rio. Il y a eu Jacques Chirac qui a dit la planète brûle mais on ne la regarde pas ici, etc. Peu importe. Et puis en 2021, il y a Ban Ki-moon qui dit avec Fabius qui répète et tout le monde le répète, il n'y a pas de planète B, quid, qu'est-ce qu'on fait? Bah oui, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Et je pense que la société civile, les scientifiques, les climatologues à la Jean Jouzel, etc., les Yann Arthus Bertrand, il n'y a pas Nicolas Hulot, mais si on met tous ces climatologues, on va dire ces écologistes qui viennent du monde de la société civile, ils sont déjà en alerte. En revanche, ce qui se passe, c'est que la société civile, qu'est-ce qu'elle fait? Elle consomme. Le problème, c'est que la société civile est de plus en plus engagée, éveillée, notamment il y a le rôle des médias, mais il y a le rôle aussi des réseaux sociaux qui jouent un rôle prépondérant dans le changement de mindset, de comportement. Et donc, nous, que veulent les jeunes aujourd'hui quand il y a le manifeste, c'est 33 000 signataires, 400 organisations universitaires, des étudiants et des jeunes diplômés qui ont signé ce manifeste pour un éveil écologique au sein des entreprises. Et c'est ce que tous les dirigeants me disent depuis 1 an et demi d'Objectif Raison d'être sur BFM Business, c'est de dire, oui, on s'engage aussi, on essaye d'avoir le label B Corp, on essaye d'être société à mission, en tout cas d'inscrire notre raison d'être, et à chaque fois, c'est pourquoi. Est-ce que c'est pour attirer les jeunes, vous qui nous regardez, c'est renforcer votre marque employeur, c'est fidéliser toutes les parties prenantes de vos entreprises, éviter les burn-out, mais aussi le turnover, et puis c'est aussi dire attirer les jeunes, ceux qui nous regardent. Donc en fait aujourd'hui s'engager, c'est répondre aux attentes des consommateurs qui sont de plus en plus alertes, de plus en plus engagés. Et moi je le vois, j'ai pas d'enfants, mais je le vois, il y a beaucoup de familles qui me disent mes enfants sont plus engagés que moi. C'est déjà de la gourde, c'est déjà un régime alimentaire végétal. Il y a déjà plein de choses. On voit que les enfants essaient de pousser les parents. Et je trouve que le flow, effectivement, c'est de dire bon, ok, les entreprises elles veulent faire du profit, mais pour faire du profit, il faut séduire le consommateur. Le consommateur est plus engagé, plus alerte, il est en quête de transparence, on est dans des circuits courts, on est dans des formules courtes, c'est pour ça que la naturalité, la clean beauty explose de L'Oréal à toutes les petites marques qui émergent, qui arrivent sur le marché. Non mais tu vois, c'est ça, donc c'est pour ça que pour moi il y a un mouvement. Moi c'est ça qui m'intéresse, parce que c'est un livre que je dois dire, moi qui aime la politique, qui en est fait dans ma jeunesse, assez politique. Et d'ailleurs, il y a dans le manifeste au début, vous dites tous les deux, il y a plusieurs manières de s'engager. Il y a les syndicats, il y a les partis politiques. Et bon, vous dites ça c'est un peu ringard, mais c'est un peu le monde d'avant. Mais bon. Aujourd'hui, il est protéiforme l'engagement. Il est protéiforme, et puis comme tu le dis bien, il y a ce côté, c'est un changement individuel, on va y revenir, mais en quoi le système est responsable? C'est-à-dire, ok, les petits gestes du quotidien, mais d'ailleurs, déjà à Rio en 92, on en parlait, et Ségolène Royal, qui était la ministre de l'Environnement à l'époque, elle disait, faut pas trop laisser couler l'eau quand on se lave dedans. Mais au-delà de ça. Au-delà de ça, le rôle qu'est en train de prendre les entreprises, c'est un rôle politique. Et c'est ce que dit Olivia Grégoire, elle le dit très bien, notre secrétaire d'État chargé à l'économie sociale et solidaire est responsable pour se démarquer de l'ancien haut-commissaire. Effectivement, elles le disent qu'aujourd'hui, et ils le disent très bien, c'est une question qu'on pose souvent aux CEO, dans la partie CEO, dirigeants, en disant est-ce que ça vous dérange pas de prendre le rôle que l'État ne fait pas en termes d'engagement? Et en fait, les politiques ne pourront pas faire sans les grandes entreprises, et les grandes entreprises, et du coup, effectivement, pour faire des profits, mais également faire du profit plus intelligemment, et séduire du coup cette quête de transparence qui vient des consommateurs, et du coup, elles s'engagent, elles essayent d'avoir une juste rémunération, plus de circuits courts. Enfin, on voit bien, c'est qui le patron, Nicolas Chaban, il cartonne. Lui, quand on lui pose des questions, il a je sais plus combien de 22 millions de consommateurs en France, il a commencé à 4 ans avec 0 en termes de com, parce qu'on était là, juste rémunération des producteurs de lait, etc., une juste rémunération juste de nos producteurs, souveraineté nationale, etc. C'est à mon avis qu'adorait votre ancien invité. Mais voilà, et de se dire, donc aujourd'hui, effectivement, l'entreprise a un rôle véritablement politique, et les politiques, quand ils les actionnent, ils sont contents de voir qu'effectivement, ils sont aidés et que les entreprises font le job, en fait. Essayent en tout cas de le faire. Alors bon, moi ce qui m'est venu à l'esprit évidemment en lisant ce bouquin, c'était que on était dans l'après-ancien monde, et que on parlait jadis d'idéologie, on parlait de communisme. Aujourd'hui, on a du mal à mettre un mot sur ce qui se passe. Alors,
la raison d'être, certes, le changement de paradigme, le changement de mindset, le caractère responsable, plus humain. C'est quoi le... En vrai, le mot, quand on regarde... c'est impact. C'est le mot impact et sustainable. On regarde même l'ancien réseau social l'ancien Clubhouse, même s'il est plus ou moins en train de décliner en quelques mois, parce que c'est des pics, tu vois, c'est arrivé en France fin janvier, mois de janvier, ça a cartonné, il y a eu des pics, etc. Aujourd'hui, tu parles de MySpace, là. Non, mais tu vois, Clubhouse, non, pas l'ancien, je me suis trompée de mot, mais voilà, le réseau social, etc., qui a cartonné il y a 3 mois, où il y avait un pic, faut le dire, on était tous dessus. Clairement. Enfin, ceux qui étaient sur Apple. C'est ouvert maintenant pour les Android. On voyait bien que quand je scrollais, pas nos clubs à nous français, parce que c'était assez parisien, etc., très tech, très entrepreneur et assez parisien, faut le dire, en tout cas au début, effectivement, c'était le mot sustainability, etc. Et chez nous, c'est impact. Donc c'est vraiment, on voit que c'est durabilité, c'est ça. On finance à impact, fonds à impact, enfin même le système de la finance. Aujourd'hui, il faudrait limite, et je pense que le mot va arriver, parce qu'aujourd'hui, pour changer les entreprises, on l'a vu avec le cas de Danone, c'était un formidable cas d'étude, c'est avoir des actionnaires à impact. On en parlait, voilà, c'est l'ennemi, c'est le court-termiste, et l'actionnaire, il n'a pas forcément... On va revenir aux actionnaires. Il y a peut-être quelque chose qui synthétise finalement, et évidemment, tu en parles aussi dans le bouquin, cette nouvelle manière de voir les choses, c'est les ODD, les fameux objectifs de... en moins. Je sais pas toi, avec ta casquette ouzbek, etc., mais de dire qu'avant, j'ai l'impression qu'en 2015, moi, quand je me suis lancée avec mon blog en 2015, 2016, etc., c'était oui, nous, on répond à tels enjeux du développement durable. Aujourd'hui, c'est surtout, alors, ma raison d'être. Là, je tournais l'émission, c'est la raison d'être de Nespresso, qui a été définie il y a 6 mois. Elle n'est pas statutaire, mais voilà, tout le monde a le mot. Alors, peut-être parce que je suis sur une chaîne économique, mais c'est le mot, voilà, why. Alors, ma raison d'être. Donc, c'est, on va dire, impact, purpose et toujours sustainability. Et en même temps, dans sustainability, il y a les SDG, les Sustainable Goals aux États-Unis. Donc peut-être que d'un point de vue anglo-saxon, on reste avec les SDG, et chez nous, on est plutôt en mode, oui, on parle d'impact. Alors, bon, c'est quand même clairement la question écologique, environnementale, qui drive tout ça. Il y a évidemment le besoin de trouver du sens à ce qu'on fait. Tu parlais de burn-out tout à l'heure, et de turnover, cette espèce de course. Mais bon, clairement, ce qui a fait la bascule, c'est l'état du monde, c'est le réchauffement, le dérèglement. La crise, je pense que pour ceux qui n'avaient pas forcément... Enfin, il y a beaucoup de personnes, je pense, qui, sans la crise, sont en train, et c'est peut-être l'objet d'un futur projet que je vais faire, où j'ai envie de tendre mes micros à toutes ces personnes qui, justement, sont en train de se poser la question de leur métier d'avant versus aujourd'hui, en disant, mais en fait, j'avais une vie effrénée, etc. Je faisais n'importe quoi. Je faisais n'importe quoi. Non, c'était surtout aussi, même dans le rythme de travail. Je pense qu'il y a beaucoup de citadins, et notamment peut-être de chez nous, parisiens, nous on est vraiment, voilà, on veut plus aller au vert, plus aller à la campagne, prendre du temps pour les siens, sa famille, prendre du temps, voilà, pour sauver son couple ou construire une famille. Il y a des bébés partout qui arrivent, les bébés confinement, ça y est, j'en vois plein autour de moi. Bon, les Français font moins d'enfants qu'avant. Mais je pense que la crise a accéléré cette quête de bien-être aussi, il faut en parler. C'est aussi une quête de bien-être. Et le bien-être, c'est aussi chez soi, à la maison, dans son environnement intime, mais c'est aussi au travail. Et c'est de dire, c'est repenser son système managérial. Aujourd'hui, voilà, est-ce que je peux peut-être prendre plus de temps à faire du télétravail, prendre plus de temps, peut-être finir un peu plus tôt finalement pour continuer à aller chercher mon gamin à l'école maintenant qu'elle... Je sais pas, mais je pense qu'il y a une quête de sens et de bien-être pour les collaborateurs. L'effervescence, ça suffit. La course permanente à on ne sait même pas quoi, ça suffit, c'est ça ? Le bien-être et la quête d'utilité. Je pense qu'on veut toujours mettre du sens dans ce qu'on fait. Forcément, la quête d'utilité, elle est vraiment intrinsèque, on va dire, au 37. Mais même, je pense que c'est la quête humaine. Enfin, je suis là pourquoi ? On veut être un bon parent, on veut être un bon ami, on veut être un super collaborateur, un super patron. Mais voilà, mais en tout cas, on veut avoir un impact positif. Pour lui dire à la personne, je veux avoir 0 impact, je veux pas du tout... Enfin, c'est très chaud. Non, mais d'ailleurs, vous reprenez dans le bouquin la fameuse phrase de Milton Friedman qui dit que le but d'une entreprise, c'est d'accroître ses profits. Vous le ringardisez et pour le coup, vous citez Henry Ford, qui était quand même l'incarnation du capitalisme au début du XXe siècle. Mais je vais la retrouver, ouais. C'est en gros, les gens ont besoin de savoir, ouais, ils ont de savoir pourquoi ils le font. Et donc là, il y a comme une sorte non, un turning point. Un turning point, ouais, mais qui va aussi avec évidemment les questions. Alors nous, chez Uzbek, évidemment, on le traite tout le temps, mais
la question de la spiritualité, la question de la fin des grands monothéismes, l'idée de se reconnecter. L'éveil. Ouais, et l'éveil. Ça, c'est le mot en anglais, quand je scrolle, etc. Je vois beaucoup passer des articles ou des retraites sur le awakening, donc l'éveil. Et je pense qu'il y a de plus en plus de personnes, pour besoin de se reconnecter, vont faire des retraites, des retours à l'essentiel, des connexions de la nature et la reconnexion à soi-même aussi, en disant, en fait, je veux faire quoi. Pourquoi ça va pas mieux? Non, mais je veux dire, c'est quoi? C'est parce qu'on est qu'au début, c'est parce que je voyais qu'il y avait une question qui passait là, autour évidemment du classique purpose washing ou du greenwashing. C'est temps qui nous le dira, parce que la loi Pacte, elle est née en mai 2019. Donc, elle est en train de marcher, elle est passée d'à 4 pattes. Les organismes tiers indépendants arrivent aussi, la loi Pacte pour tous ceux qui sont devenus société à mission, qui ont changé leur statut pour devenir société à mission. Il y en a 158. Donc, on a vachement de boulot à faire. Il y a 158 sociétés à mission ou 158 ou 168. Il y en a 124 qui sont Bicorp. Donc après, il manque il y en a pas beaucoup, à mon avis, peut-être une dizaine qui sont et société à mission et Bicorp. Donc il y a du chemin à faire. Mais en même temps, je me dis, il faut aller dans le bon sens. Et pourquoi ça va pas mieux? On sort d'une crise planétaire universelle. On va peut-être laisser l'économie se régénérer et on pourra peut-être voir un peu, avoir du recul dans 5 ans. Mais il faut les personnes, tu vois. Alors peut-être on peut revenir 2 secondes sur la loi Pacte. Alors ce qui est intéressant dans le bouquin, c'est que je vais pas faire l'exégèse du livre, mais vous revenez sur les fameux articles qui ont basculé le code napoléonien, donc les articles 1833, 1835 du code civil, qui en fait ajoutent la question de la raison d'être, de la mission, et ensuite il y a évidemment l'enjeu de la gouvernance. Donc là on est en 2019, je crois que le décret d'application c'est début 2020, donc c'est allé très vite. C'est quoi cette loi Pacte et qu'est-ce qu'elle autorise les entreprises à faire pour justement opérer ces bascules? La loi Pacte, c'est 3 étages. Le premier, c'est pour toutes les entreprises, c'est prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux, ça c'est la base. Ensuite, il y a 2 options. 2 options, c'est d'inscrire la raison d'être dans ces statuts. Donc, quand vous rencontrez des entreprises, quand vous allez démarcher, n'hésitez pas. C'est votre rôle aussi si vous postulez, mais aussi notre rôle en tant que journaliste. Il y a une réelle différence entre celles qui la mettent sur leur site et celles qui la mettent sur leur site et qui l'inscrivent dans les statuts. Ça, c'est la question un peu piège, de dire j'ai ma raison d'être, mais pourquoi elle n'est pas dans vos statuts? Oui, mais quand on est une grosse entreprise. Je trouve qu'il y a un réel engagement où on se dit on le met quand même dans nos statuts. Et après, il y a ceux qui, effectivement, poussent cette raison d'être à de dire, OK, je change et je deviens société à mission avec cette raison d'être. Et de dire, là, j'ai non seulement, effectivement, un comité de suivi, c'est-à-dire que toutes mes parties prenantes, je les choisis, qui est autonome et qui, surtout, va être là pour dire, OK, ça veut dire quoi? Là, on commence à me demander si je peux être dans des comités de mission. J'accepte, pourquoi? Parce que j'ai envie de comprendre aussi le changement à travers de grands groupes de PME, tu vois, de dire comment ils réfléchissent en interne. Parce que si je suis que d'un côté du miroir en disant je pose la question, etc., je pense que c'est aussi intelligent d'être aussi de l'autre côté en disant comment on réfléchit en interne quand on a une grosse boîte, de dire j'ai ma raison d'être, mais comment je la mets en place. Donc je vais voir ce que ça donne. Ça, je pense que c'est très intéressant de voir également de comment, en termes de comité de suivi, on la met en place en interne. Et ensuite, ça c'est le rôle de l'État, mais c'est en cours et je crois que ça a commencé il y a que quelques semaines. C'est un organisme tiers indépendant qui vient auditer. Donc c'est le dernier étage de la fusée. C'est le même. C'est pareil. D'accord. En fait, quand tu deviens société à mission, tu fais ton comité de mission. Donc, je te dis, ça peut être actionnaire, collaborateur, salarié, fournisseur, etc. Des fois, tu as des artistes, tu fais appel à des journalistes pour légitimer ton comité de mission et avoir les meilleurs challenges possibles, tu vois. Et ensuite, tu as, donc ça, c'est en interne, c'est toi qui choisis. Toi, dirigeant, toi, Uzbek, tu décides d'avoir à ton comité de mission, tatati, tatata, telle organisation, tel journaliste, tel artiste, tel fournisseur, tel prestataire, etc. Tel client aussi, tu peux, et tu vois, et vous réfléchissez ensemble en disant, OK, nous, chez Uzbek, ou voilà, dans le groupe Ionis, notre raison d'être, c'est apporter l'éducation à tous. OK, ça veut dire quoi chez Ionis, apporter l'éducation à tous de manière... Comment? On leur posera la question. Donc ça, c'est voilà. Mais ensuite, toi, après, c'est pour ça que c'est intéressant de voir l'engagement quand tu switches société à mission, c'est que tu as un organisme tiers indépendant, le fameux OTI, qui là est envoyé par un organisme de l'État et qui vient t'auditer. Toi, donc ta mission et tes travaux. Qu'est-ce que tu as fait depuis 24 mois pour apporter l'éducation pour tous? T'as fait quoi?
tu as changé tes statuts, ok. Ensuite, tu as fait telle embauche, tu as fait telle formation, tu as tant de pourcentage de jeunes qui sont allés sur le chemin du travail parce que tu as délivré tant de formations. Tu as aussi donné tant de formations, tu as fait de l'inclusion, tu as tant de pourcentage de personnes éloignées de l'emploi, réfugiés qui ont accès à cette formation gratuite. Et donc, du coup, et là, tu mets dans la balance. Donc là, c'est en train d'arriver. Donc, c'est pour ça, le greenwashing, le purpose washing, le mission washing, il faut voir, il faut laisser le temps que ces audits venus de l'État aient audité les comités de mission, les entreprises pour dire, ah oui, et là, on va voir s'il y a des missions, des statuts de mission qui sont enlevés. Ça, c'est intéressant. Il va être là de dire, si l'organisme tiers indépendant dit, en fait, vous respectez pas vos engagements et on vous enlève le statut, c'est le risque réputationnel, c'est le fameux risque réputationnel que quand on devient en société à mission, si on n'est pas aligné avec ses engagements. D'accord. Alors, c'est là où on arrive sur la question de l'actionnariat. Parce que déjà, pour changer ces statuts, il faut que le conseil d'administration, l'Assemblée générale des actionnaires le valide. Donc ça veut dire potentiellement, en tout cas... Tout le monde est d'accord. Parce que si c'est adopté à 99,6 ou 8, comme ça a été le cas de Danone, pour ça le cas de Danone, c'est une question qui peut revenir et on me l'a posé 10 000 fois. De gouvernance. C'est la question du moment sur Danone. Mais c'est ce qu'on disait. Ça ne remettait pas en cause la mission. La mission, depuis 2005, c'est Franck Ribou, l'ancien PDG, qui disait, voilà, Danone, voici sa mission. Elle a été mise de manière statutaire, on en parle. Du coup, ça a été voté à l'AG, parce que j'ai reçu juste après dans mon émission sur BFM Business, donc c'était en juin 2020 du coup, donc ça a été voté et Emmanuel Faber vient de se faire éjecter, mais c'est rien à voir avec sa mission. Je pense que c'était, voilà, ça s'appelle une crise. C'est une crise de gouvernance et ça n'a rien à voir avec les engagements de la mission de Danone. Mais alors, vous revenez dessus et on en parle rapidement sur la question de l'actionnaire justement. Bien sûr que j'imagine qu'à terme, il y a un risque à prendre de ne pas le faire, mais en tant qu'actionnaire, on a envie de se dire, bon, sympa la mission, mais d'abord mes dividendes. C'est donc le cœur de ce qu'il faut... Les dividendes sur du court-termiste, c'est pour ça. C'est de dire les dividendes sur du court-termiste. Et que la mission, généralement, comme on est dans le sustainable, la durabilité, c'est le mot même, l'essence même, c'est de dire, bah oui, on prend des engagements sur le long terme. Sur le long terme, on va réduire ça, on va switcher nos champs en bio, on va... Il y avait une interview, je crois que ça date de 2019, donc c'était avant la crise, mais c'était Carlos Tavares de PSA qui disait, moi je paye pas mes salariés en RSE, je paye pas mes salariés avec de la mission ou avec du purpose, je les paye en euros. Donc si à la fin de l'année j'ai fait 0 bénéfice mais que je suis hyper bien sur ma RSE, j'aurais tout perdu. Et donc ça dépend, vous, les engagements. Si demain, tu vois, c'est quel groupe? Je me demande si c'est pas Andros. Non, c'est Blédina. Je sais pas, je crois que ça va être Blédina. Bah, je sais plus, je reçois beaucoup DCP. Mais en tout cas, c'était d'aider les entreprises, leurs producteurs par exemple, ils font des compotes, donc je sais plus, voilà, à les tourner en bio. Comme ça, eux, ils vendent du bio. Peut-être qu'ils les vendent 3 centimes plus cher, mais c'est un investissement, on va dire, finalement, sur du court terme. C'est de dire, tourner en bio, c'est 3 ans. Donc, tu vas dire, pendant 3 ans, tu vas aider tes agriculteurs de poire à tourner en bio. Donc, pendant 3 ans, tu pourras pas commercialiser tes compotes en bio. En revanche, 3 ans plus tard, tu sais qu'une fois que c'est bio et tu vas pouvoir changer ta recette, ou en tout cas ton packaging ou ton marketing en disant, même si c'est vrai, de dire voilà, je vends maintenant mes poires bio avec 3 centimes ou 6 centimes de plus, etc. Et là, tu lances ton produit, tu es dans le bio, tu renforces ta RSE et c'est bénéfique pour l'agriculeur. Il faut juste un peu patienter et donc avoir cette c'est pour ça que c'est court-termiste, je pense, tu vois. Il y a pas mal d'entreprises qui se jettent là-dedans, sans doute beaucoup avec sincérité. D'autres continuent à faire ça et de financer, je sais pas moi, des énergies fossiles ou des indicateurs un peu cool là, mais un peu moins là-dessus. Comment tu arrives à... Alors, nous, en tant que journaliste, c'est difficile parce que on en parlait un peu en préparant. Il faut... À la fois, tu vas interviewer les gens et puis il faudrait avoir une armée de fact-checkers. Sans dire le nom de la marque, ce qu'on se disait hier. Ouais, vas-y. Hier, par exemple... C'est une question qui se pose à nous en termes de déontologie. C'est une question, mais est-ce qu'on a le temps? On a le temps, bien sûr, on a le temps. Non, mais tu vois, c'était hier avec un entrepreneur. Il voulait faire fabriquer des savons et des shampoings solides, 95% de naturalité. Il va dans l'usine, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, quand les shampoings solides, etc., ils viennent tous à peu près des mêmes usines. Et il disait, mais moi aussi, je veux bien mon shampoing 95% naturel, comme telle marque, parce que c'est vous qui les fabriquez. Et là, on leur dit, non, nous, c'est 80.
Il dit, pourtant, sur la chaîne, tout à l'heure dans l'usine, j'ai bien vu que c'était bien les shampoings. Je vais sur leur site, c'est marqué 95% en fait. Et là, la personne gênée en disant oui, enfin bon, en fait c'est 80, elle a le droit parce qu'elle n'est pas labellisée EcoCert, tu vois. Elle est pas. Et donc là, effectivement, c'est à nous, vous consommateurs aussi, de les challenger sur les réseaux sociaux parce que vous savez très très bien le faire sur les Insta, les chatbots, etc. Ou même en conférence quand ils font des lives, n'hésitez pas à poser les questions parce qu'il y a beaucoup de fondateurs qui se mettent en avant. Et puis à nous aussi, journalistes, de dire ok, 95% de naturalité, mais vous êtes labellisé comment et qui audite comment en fait on mesure la naturalité de votre produit. Mais ça c'est très intéressant. Alors après, est-ce qu'on a envie d'aller faire des articles noirs, et c'est sorti oui sur des entrepreneurs qui essayent de pousser le curseur loin par rapport à d'autres qui sont encore, tu vois. Bon. Alors c'est une vraie question d'attitude, et encore une fois là pour le coup quand on a préparé. Mais tu vois, de 80-95%, oui, on a envie de lui dire, elle fait ça comme en disant c'est 95% naturel, nous nos shampoings, etc. Certes, bon, c'est 95, c'est pas non plus 10, mais on a envie de se dire pourquoi le dire ? Parce que c'est que ça, voilà. Pourquoi mentir ? Voilà, c'est dommage. Et en même temps, c'est des jeunes marques qui sont quand même, ils poussent le curseur assez loin. Mais c'est vrai que là-dessus, il y a un peu de greenwashing. Mais ça veut dire que toi et moi, dès qu'on fait un article, on prend notre train, il faut qu'on se rende dans l'usine pour chaque article, se rendre dans et c'est un audit. Mais c'est pareil pour tous les journalistes de la planète entière. C'est pas que Ouzbek ou BFM Business. C'est où on s'appelle Élise Lucet et c'est 3 documentaires par an ou 4 avec beaucoup de moyens, avec des reportages temps longs, 18 mois, 50 journalistes sur le terrain, et ils ont le temps de tout fouiller. Et effectivement, c'est 4 documentaires par an, ou peut-être 5, mais voilà, il y a quand même une cinquantaine de journalistes, etc. Ou alors, indépendamment des moyens, j'ai le sentiment chez toi qu'il y a quand même une question d'attitude. C'est-à-dire, tu as plutôt envie de tracter le changement en disant, bon, entraînons-nous, venez, plutôt que de désigner. Je veux dire, on n'est pas chez Mediapart, aussi, pour ne pas les citer. Non, mais il y a quand même cette attitude. Non, mais parce qu'il y a un moment... Il y a quoi, ceux qui changent, on irait... leur dire non mais attends, t'es sûr ta capsule en aluminium, mais au bout d'un moment, de se dire de toute manière, c'est pas nous qui allons changer le business model d'une entreprise où derrière il y a un mastodonte qui s'appelle Nestlé ou qui s'appelle Orange, on est qui en fait? Il y a Stéphane Richard qui est interviewé. Tu vois, et très bien, Stéphane, c'est le seul opérateur mobile à avoir inscrit sa raison d'être dans les statutaires, et il y en a très peu, je crois qu'il y a 6% du CAC 40 qui ont une raison, donc il est très bien, il est très aligné, et Orange et sa fondation font des choses, je pense, voilà, ils poussent le curseur très loin, ils essayent en tout cas. Mais je veux dire, effectivement. Qu'est-ce qui se passerait si tous les gens que vous avez interviewés se retrouvaient dans la même pièce? Est-ce qu'ils s'invectiveraient? Est-ce qu'ils s'entraideraient? Ils se rencontrent tous. Là, tout à l'heure, c'est l'émission qui sera diffusée vendredi à 19h. C'était hyper intéressant. Donc, j'avais le mastodonte suisse Nestlé avec la directrice générale adjointe de Nespresso. Donc, capsule en aluminium. On mise sur les points de collecte en disant on lutte contre la pollution. Et puis, on mise aussi sur les machines à courant de Foucault qui aspirent l'aluminium dans les déchetteries. Enfin, dans les centres de centres de tri. Bon, ok, ça, en disant, nous, on garde. Et c'était intéressant de voir les deux business models en disant, d'un point de vue Nespresso, pour garder la qualité du café, nous, on mise sur l'aluminium, on n'a pas trouvé mieux. Mais par contre, vous pouvez les mettre en point de collecte et puis nous, on mise, c'est recyclé parce que c'est recyclable à l'infini, l'aluminium. Et de l'autre côté, j'ai une boîte qui a 3 ans, qui fait que du café en culture biodynamie. Donc, tu vois, c'est vraiment, je ne mets aucun intrant par des concoctions avec le lever de la lune, le machin. Donc, très vraiment ésotérique, spirituel, et de dire, on regarde les changements de lune, etc. pour faire pousser notre café, on sait à quel moment faut, tu vois, très très, voilà, c'est du bio plus on va dire, pour vulgariser, et de dire c'est que voilà, dans la vallée d'Arakou, on est dans du café en grains, du café moulu, donc à bas les capsules, et les seules capsules pour aussi avoir plus de consommateurs, c'est des capsules compostables en 3 mois en individuel. Et de se dire que chacune, pour elle, c'est de son excellent café en biodynamie, avec ses capsules et en grains émoulus, et l'autre, elle fait de l'excellent café haut de gamme, mais elle maintient que son café, il restera haut de gamme avec les meilleurs, tu vois. D'ailleurs, cette dualité de profil, c'est ça que intéressant, mais j'adore. Et c'est bienveillant, et c'était pas un match, etc. Mais j'ai trouvé ça bienveillant de dire, j'entends ce que dit Nespresso, j'entends ce que dit Araku Café, qui est vendu, je vois bien, dans notre quartier,
et de se dire, pour chacun, en fait, c'est ce que me disait en partant dans les couloirs Nespresso, mais en fait, on a chacun notre standard. Et c'est vrai pour elle. Ça, c'est le principe d'une bonne interview, c'est que ça se passe jamais en direct. Non, mais c'est dingue. Elle me dit, en fait, tout est une question standard. Nous, chez Nespresso, le café, il reste dans l'aluminium. Et pour elle, c'est du grain moulu, quoi. Enfin, c'est du café moulu ou en grain. C'est ça qui est... Est-ce qu'il y a des secteurs... alors, c'est de notoriété publique que tu es. Donc, tu es végétarienne ou végane? Végétarienne et chez moi végane, mais je suis pas encore végane vêtements, tu vois. Je suis vraiment végétarienne depuis 7 ans, je mange aucun animal et je mange très peu de fromage, très peu d'œufs et voilà. Et pas du tout de miel. Ok, bon. Mais c'était pas pour ça que je te posais la question, c'était sur les secteurs que tu observes tous les jours et qui basculent le plus. C'est quoi? C'est plutôt la mode, c'est flagrant. C'est la mode? La mode, on est dans où on fait l'agroalimentaire, ça vient après? Non, parce que j'ai mais j'ai reçu plus la mode et les cosmétiques. Alors j'ai vraiment reçu beaucoup de cosmétiques, les formules courtes, la biodégradabilité des formules, la clean beauty, la naturalité, donc des produits dans le solide, tu vois, avec les zéro déchet et tout. Dans la mode, c'est la mouvance seconde main. Alors là, quand tu vois que Kering a levé 178 millions pour acheter, c'est pas Vestiaire Collective, si c'est Vestiaire Collective, voilà, qui devient la 11e licorne française. Demain, je vais faire un interview pour BFM Business avec Kilo Shop, qui va être le leader, 700 mètres carrés, là, rue Faubourg du Temple, 700 mètres carrés, de vendre en seconde main, acheté au kilo. Donc pareil, là aussi, il faut voir, est-ce que ça incite pas non plus un peu à la fast fashion durable? Il y a toujours des questions, mais c'est ce qu'on se disait hier en préparation. Il n'y a pas de solution miracle. Il y a une question qui apparaît en direct. Les entreprises qui refusent de faire évoluer leurs pratiques aujourd'hui, vivent-elles leurs dernières heures? Je pense que la réponse, elle est dans la question. Et à un moment, c'est ce qu'on dit dans le livre avec Sylvain Raymond, c'est que les entreprises qui ne s'engagent pas, ce sont des entreprises qui ne se projettent pas. Peut-être qu'il y en a plein qui rigolent, mais on verra dans 15 ans. On verra dans 15 ans parce que vous êtes déjà très alerte, vous, les jeunes, les étudiants. Vous êtes beaucoup plus que moi à l'époque. Sur la question de la jeunesse, mais alors il y a aussi cette question, est-ce possible, c'est un peu la question que je voulais te poser au début, mais tu as un peu répondu, est-ce possible dans une économie libérale de transformer les entreprises? Transforme en fait d'elle-même, on le voit bien. Donc en fait, c'est elle qui transforme le libéralisme? J'ai l'impression, quand tu vois que Orange devient société quand tu vois que des entreprises comme Danone deviennent société à mission et peu importe le switch de gouvernance, ensuite c'était quand même voté par les actionnaires. Donc quand tu vois que l'entreprise familiale Rocher, qui pareil, c'est quand même 10 groupes, c'est la 26e, je sais plus quoi, fortune française, devient société à mission, devient également certif Bicorp de toutes ces 10 marques, petits bateaux, etc. pour les marques françaises, tu dis, j'ai l'impression qu'effectivement, ce sont les entreprises qui sont en train de disrupter cette économie libérale complètement. Pouvons-nous changer le monde qui vient sans que changent les entreprises des secteurs que vous citez? Non. Pouvons-nous changer le monde qui vient sans que changent les entreprises des secteurs que vous citez? On change pas le monde sans les entreprises en réalité, c'est ça que ça veut dire. Non, et c'est surtout que les entreprises, elles vivent parce qu'elles ont des clients, et les clients, c'est vous. Et c'est ça qu'on oublie souvent, c'est de dire les entreprises. Et on a la carte de vote, on a la carte de c'est là que le changement est individuel. Enfin, de dire si demain vous préférez acheter chez vos jeans 1083 production française qu'un Levi's, vous faites une action. Si vous demain vous êtes en fond, je mange que des bananes bio Max Havelaar labellisées commerce Equita, vous faites une bonne action. Enfin, en tout cas, vous faites une action militante. C'est ça que je veux dire. C'est pas une bonne, etc. On n'est pas là. Un acte de consommation est un acte militant. C'est peut-être ça qui a changé dans les dernières années finalement. C'est ça. Tu le résumes bien. C'est vrai que la consommation responsable. Vous en êtes tous des acteurs. Vous en êtes tous des militants. Alors. Il y a eu ces images parfois qu'on a vues dans les chaînes d'infos, dans la tienne, de reprises, où il y avait la queue devant Zara, la queue devant H&M. Derrière, il y a la question du prix. Et donc on le voit le jour du Black Friday. C'est pour ça qu'il y a très peu d'entreprises. C'est toujours les mêmes. C'est la Camif qui, il a réouvert cette année, mais qui va fermer son site. L'ameublement éthique qui veut devenir comme Ikea. Mais j'aime bien parce que ça fait buzzer nous les journalistes. On se dit quoi, l'acteur français veut devenir concurrencer le géant suédois? Nous, ça nous fait nos gros titres. On est content. Il est complètement barré. On adore. Mais on adore. Moi, j'adore les gens ambitieux. J'adore les gens qui veulent disrupter. Et pourquoi pas en fait? J'ai envie de dire mais pourquoi pas? Peut-être dans 15 ans, il sera
au niveau Ikea. On n'en sait rien, mais peu importe. Et la question... Attends, je me perds tellement je suis passionnée dans mes réponses. Non, mais je comprends bien. Non, mais tu parlais du Black Friday. Bon, à un moment donné, il y a quand même des inégalités dans les pays dans lesquels nous vivons. Et clairement, ceux qui ont moins d'argent ont besoin d'accéder à la consommation en allant acheter des produits moins chers, qui sont des produits plus de fast fashion. Peut-être que les actes militants, c'est peut-être pour ceux qui ont peut-être un peu plus de pouvoir d'achat. Elle est peut-être là la réponse. C'est bien évidemment, qu'est-ce qu'on veut dire à quelqu'un qui touche le RSA? On va dire, non, achète tes bananes 4 € parce que celle à 2 € sous pesticides, tu comprends, il y a eu le chlordécone. Enfin, non, en fait, bien évidemment que non. Mais peut-être qu'effectivement, le pouvoir, ce changement, il peut venir des classes qui peuvent le faire. Et ça, je pense peut-être aussi des entreprises qui peuvent faire baisser leurs prix en faisant attention aussi à leur système, à la supply chain. Bien évidemment. Mais ça, ouais. On aborde maintenant un peu la question de la jeunesse. Bon, là encore. Regarde, non on prend un coup de vieux avec tous ces jeunes qui n'ont rien. Alors, les jeunes. Alors, il y a aussi des alumni, donc j'espère qu'ils sont pas si jeunes. C'est ça, Ionis Next aussi. On parlait en préparant un peu de ces entre guillemets deux jeunesses, la jeunesse Greta Thunberg et la jeunesse Kylian Mbappé. On voit Kylian qui pose récemment avec entouré de trucs de sac Vuitton et qui doit gagner, je me tourne vers l'audience, environ 3 millions d'euros, je crois, brut par mois. Et les deux sont des rôles modèles. Et peut-être même qu'un même individu, un même jeune peut avoir comme modèle à la fois du Greta pour le caractère assez radical. On peut se dire je viens de rien et je deviens millionnaire en faisant du foot, en devenant un athlète, un sportif international reconnu et je gagne ma vie en faisant le sport que j'adore le plus. Effectivement, et en termes de réussite, c'est inéluctable. Et il y en a d'autres, le critère de réussite, c'est peut-être de se dire mais ça dépend de sa mission en fait, de sa raison d'être individuelle. Est-ce que demain tu as envie de dire en fait, moi, ma raison d'être, c'est de changer le monde. Moi, être Kylian Mbappé, je dirais pas non. Et si ta vie, courir derrière un ballon, etc. Pitié, non, mais de faire du sport, oui, et puis même, je pense que c'est bien évidemment qu'il a un rôle modèle d'espoir pour nos jeunes qui. On l'a pas. Alors, il a dit des choses sur Black Lives Matter, par exemple. Il a moins dit de choses sur les questions écolo. En revanche, un type comme Lewis Hamilton, qui est champion du monde de Formule 1, lui s'est rendu compte, mais un peu sur le tard, je dois dire, qu'il appartenait à un secteur qui était ultra polluant et qui consistait, alors lui c'était pas courir après un ballon, mais c'était faire des tours en dépensant du pétrole. Et tout à coup il est devenu végétarien et il s'est dit mais merde, qu'est-ce que je suis en train de faire? Et donc il fait gaffe à moins prendre son jet pour aller en boîte après un Grand Prix de Formule 1. En tout cas, et il assume cette espèce de DiCaprio, c'est la figure écologique la plus, on va dire, glam, en tout cas dans le secteur. Et en même temps, je pense qu'il prend le jet, je sais pas quoi, peut-être sur 300 fois par jour, 300 fois dans l'année. Voilà. Et en même temps, ça l'empêche pas de lever des millions pour son gala à Gassin tous les 2 ans à Saint-Tropez. Mais j'ai envie de dire, mais on est qui pour juger déjà? À partir du moment où déjà on fait quelque chose... Greta nous juge. Greta regarde la génération en disant « I want you to panic ». Donc bon, peut-être qu'on peut la juger en retour. Greta, non, je trouve qu'elle a un sacré rôle parce que tu vois, toi et moi, je pense que tous les journalistes du monde entier la citent. Ah bah oui. Et en même temps, je me dis, c'est bien parce que tu vois, du coup, ça élève le débat. Peu importe qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on soit pro ou anti Greta, elle s'en fout. Elle a bien raison d'avoir son Asperger, de dire en fait, je m'en fous les gars. Je vous le dis juste. Et elle a eu l'attraction médiatique en disant, what are you fucking doing en fait? La planète elle brûle. Elle redit ce que disait Jacques Chirac, elle redit ce que disaient les 2000 scientifiques du GIEC depuis encore 1988, sauf que là, d'un seul coup, nous les journalistes, on a alimenté ça aussi. Pourquoi on n'a pas passé en boucle Mitterrand? Pourquoi on n'a pas passé en boucle Ban Ki-moon? Pourquoi on n'a pas passé en boucle... Non mais pourquoi on le fait pas? Jean Jouzel, d'un seul coup, c'est Greta, ok, la jeune suédoise de 16 ans à la COP26, elle dit quoi? COP22? Ah ok, et là d'un seul coup ça fait ramdam international, mais c'est aussi c'est le rôle des médias. Je trouve que les médias a eu un rôle dans sa montée, et pourquoi pas? Parce que ce qu'elle dit, c'est plutôt sensé en disant il y a un système qui ne va pas, bougeons les choses.
Eh ben, au moins, on l'a entendu, ça élève le débat, ça dérange ou pas, peu importe, et tant mieux si ça dérange certains, ça veut dire qu'ils ont des choses peut-être à faire évoluer pour correspondre aux critères de la jeunesse. Alors, il y a une phrase extrêmement centriste dans ce livre que j'ai relevée, et la question que je me posais, c'est est-ce que Greta serait d'accord avec ça? Vous écrivez, cette génération doit plus globalement trouver les moyens de concilier croissance économique et enjeux climatiques en démantelant le règne de l'hyperconsommation au bénéfice de comportements frugaux plus vertueux, sans pour autant renoncer à son confort. Donc il y a toujours cette histoire du renoncement. À quoi on renonce et à quoi ne renonce-t-on pas dès lors que on est en 2021-22 et que on est assis sur des centaines d'années de progrès techniques, scientifiques qui a facilité nos vies. Qu'est-ce qu'on doit faire à part concilier c'est juste avec soi-même. C'est d'être alerte sur tout ce qui se passe, mais il faut arrêter de se juger les uns les autres. Tu vois, tu vas me dire, tiens, tu pourrais me dire, toi, tu vas prendre l'avion cet été, et moi, je vais dire, ah ouais, et toi, t'as mangé combien de kilos de bœuf? Tu sais d'où vient ton bœuf cette année? T'en as bouffé combien de kilos? Toi, ta famille, ton fils? Ça se passe comment les sorties McDo? Tu calcules l'empreinte carbone de tes sorties McDo, de tes sorties Burger King et de tes barbecues avec les étés? Mais je suis persuadée. Non, mais tu vois, mais non. Donc, on a envie de se dire, arrêtons de se critiquer, de s'auto-juger. Si moi, ça va être l'avion, toi, je vais dire, et toi, sur ta consommation, t'en es où? Puis t'as acheté combien de baskets? Tu vas me dire, oui, j'ai acheté 15 paires, mais c'est des Véja. Je vais dire, oui, il y a quand même pourquoi t'as pas pris des françaises? Mais stop, en fait. J'ai envie de dire, juste, revenons à nous-mêmes. De se dire, ok, moi, l'été dernier, j'ai fait Paris-Milan en train. Bon, voilà, j'étais avec quelqu'un qui voulait calculer l'empreinte carbone et je me suis dit, mais pourquoi pas? Ok, il a comparé un Paris-Milan avion et un Paris-Milan en train. Bon, c'était plus long, mais il y a eu moins d'émissions et en même temps, voilà, mais c'est juste se regarder soi-même et arrêter d'évaluer ou de juger les autres. Mais c'est plutôt nous, en fait. Qu'est-ce que je peux faire? Il y a la question du confort quand on peut se le permettre, de se dire, oui, là, j'ai peut-être l'opportunité d'aller... hier, c'était ma conversation avec un entrepreneur qui veut faire bouger les lignes, réduire le plastique dans l'hôtellerie, etc. A vraiment un métier impact. En même temps, il me dit, j'ai eu un coup de fil de mon oncle qui m'invite à passer 10 jours à Cuba. Bon, il va pas y aller en pirogue. Et alors? Non mais s'il va en pirogue, honnêtement, faut qu'il en fasse un documentaire. Oh mais grave. Avec Corotin de Châtel-Perrault, on va parler de slow, de low tech, etc. Mais de se dire que il faut qu'on fasse juste à titre individuel, qu'on pousse le curseur petit à petit plus loin chaque année. Je pense que c'est ça. Moi, c'est beaucoup dans l'alimentaire, ça va être beaucoup dans les fringues. Enfin, et ça, après, ce sera peut-être dans les voyages. En même temps, moi, je sais que j'ai une quête d'ailleurs. Donc ça, c'est mon point. Et en même temps, voilà. Et je déteste manger de la matière animale. Et ça a été vachement facile pour moi de switcher à partir du moment où j'ai fait le switch. Oui, je suis devenue végétarienne. Après, j'essaie de manger des produits de saison, etc. Mais chacun c'est son curseur. Là, j'ai pas pris l'avion depuis peut-être 24 mois. Peut-être que cet été, je vais avoir envie pour mon bien-être. Merci le Covid. Non, mais voilà, envie de partir. Et puis pour d'autres, ce sera non, je vais rester en France, mais ça va être barbecue tous les jours. Avec de la viande de bœuf bien carbonée. Et alors, tu vois ce que je veux dire? C'est pas parce que vous restez en France qu'on va dire oui, mais non, il y a des articles, je crois, qui étaient ressortis dans Le Monde. Il y a ceux qui prennent pas l'avion mais qui bouffent du Nutella et qui sont en coton-tige toute l'année, ou ceux qui, tu vois, c'était ça, en disant chaque fois on est toujours critiquable sur tout, c'est même si on refuse. Non, mais la quête absolue de pureté mène à un ascétisme bizarre quand même. Complètement. Donc, je pense que le changement, c'est des réflexions internes. C'est à nous de vous montrer, c'est notre rôle dans les médias, de vous montrer les alternatives. Et si un jour, de dire, oui, tiens, au fait, il y a cette alternative, je peux passer chez Mobica pour mon fournisseur d'électricité. Je peux, pour mon épargne salariale, je vois Rift. Et en effet, je suis pas contente qu'il y ait tant de pourcentages qui vont dans les énergies fossiles dans ma banque. Du coup, je vais me retirer de cette banque et je vais en choisir une autre. C'est de dire que pour faire mes cadeaux d'anniversaire, tiens, est-ce que au lieu d'avant, j'achetais un t-shirt Zadig, peut-être que je vais faire un t-shirt Made in France de la marque, je sais pas, 1083. Tu vois, c'est juste, c'est encore dans l'achat. Et la consommation responsable, de switcher de la viande avec les alternatives Beyond Meat, etc. De dire, ok, je vais réduire mon empreinte carbone et switcher, même si j'aime encore le goût de la viande, je vais peut-être passer plus sur des steaks végétaux, je vais tenter. Enfin, c'est ça, en fait. Il y a une autre grande question que j'avais pas prévu de te poser, mais puisque tu m'y fais penser, et ensuite on va un peu parler de toi quand même. L'idée, et c'est toujours dans cette idée du confort, l'idée que nous, l'Occident au sens large, on a bénéficié
des attributs du confort pendant des décennies, voire des siècles, et puis que tout à coup, on se dit, on a bien dégueulassé les choses, donc on va s'arrêter. Donc vous, les gars, là, l'Afrique, les pays émergents, vous allez prendre le pli de notre transition écologique personnelle et endogène, et puis on nous répond, moi aussi j'ai envie de consommer, moi aussi j'ai envie d'accéder aux attributs du confort. Qu'est-ce qu'on peut répondre à cela dans un très beau livre, Americana, je ne sais pas si tu l'as lu, de Chimamanda Ngozi Adichie. Elle répond quoi d'ailleurs à ça? Elle part du Nigeria, elle va vivre quelques années aux États-Unis, et quand elle revient, elle est devenue très végane et bio, et elle va au resto avec son petit copain à Lagos, et elle demande si les pommes de terre sont bio, et l'autre il lui dit, mais on s'est pas fait chier on s'est pas émancipé de l'homme blanc pendant des décennies pour ne pas avoir droit à nos pommes de terre surgelées. Donc il y a une très très intéressante scène où il y a cette contradiction comme ça, des contradictions qui ont eu lieu aussi à la COP 21, d'ailleurs dans toutes les rencontres multilatérales. Les pays, etc. C'était, t'avais effectivement, je pense, t'avais tous les pays, tu vois, de l'Arabie Saoudite, donc à fond, on va dire, on les met dans le package pétrole, et puis d'un côté, tu as toutes celles qui sont sujetties à la montée des eaux, comme les îles Palau, etc., de se dire, mais en fait, vous les gars, nous, le changement climatique, on le voit déjà, on a un problème pour les montées d'eau, la destruction des habitats, etc., l'érosion des sols. Nous, les plus d'eau, on va les sentir passer, en fait. Donc, et puis, les pays qui nous fournissent les producteurs de pétrole, eux, ils sont en mode quoi. Donc, on voit qu'il y a, mais parce que il faut un peu d'autorité quand même. Il faut bien qu'il y ait une régulation, une vraie régulation qui dise, bon les gars, en fait. Mais solidaire, une régulation solidaire, parce qu'effectivement, on n'est pas tous à la même enseigne. On est bientôt 10 milliards. La planète est immense. Il y en a qui vivent sur des îles, d'autres qui sont dans des gratte-ciel. Et c'est ça la richesse et la beauté de l'humanité. Mais c'est qu'il y a un tel switch, un tel gap, un tel grand écart entre toutes nos communautés que c'est très complexe d'avoir une pensée universelle qui corresponde à toutes les traditions, à toutes les cultures. Et à toutes les économies. Alors plein de questions nous arrivent là, notamment évidemment une qui revient beaucoup, c'est si tu devais retenir une seule rencontre de ce livre, ce serait qui? Bertrand Piccard, voilà, il vous parle, il me parle, il est positif, il parle le langage des entreprises en disant avec sa fondation Solar Impulse. Donc Solar Impulse, c'est lui qui le premier a fait le tour du monde avec un avion 100% solaire, et qui a fait le tour des 1000 initiatives, ou 1001 initiatives. 1000 solutions labellisées, etc. Et c'est intéressant, c'est pour dire, parce que de dire, moi je connais le langage des entreprises, et c'est intéressant. Moi, il m'avait dit, psychiatre. Et après, il a même, il est psychiatre, pilote de montgolfière, il a 1000 vies. Un homme étonnant, inspirant. Peut-être un sujet pour la prochaine conférence. Et de dire, et moi, il m'avait dit, j'adore passer en conférence, et justement, hyper intéressant. Il m'a dit ça à Change Now en janvier 2020, après Greta Thunberg. Parce qu'après Greta, moi j'arrive en disant ça tombe bien parce que moi j'ai des solutions. Et il connaît, c'est génial de passer après Greta. Lui, j'ai adoré. C'est chaud. Et en disant voilà, elle passe, il me dit moi j'adore passer en conférence après elle parce que je connais le langage des entreprises, je connais comment fonctionne l'économie, et de dire effectivement, dans ces cas-là, les gars, investissez sur les solutions, c'est-à-dire qui sont sustainable, mais qu'en plus vont être scalable, durables, et vous allez pouvoir faire du profit avec des solutions intelligentes. Donc Bertrand Piccard. Ok. On avait évoqué, je crois, ensemble Mike Horn, mais qui n'est pas dans le bouquin. Ouais, c'est pour ça, il est dans le deuxième. Ouais. Mais Mike Horn, oui, parce que Mike Horn... Des types qui sont des aventuriers et qui profitent ils t'inspirent parce qu'ils vont sur le terrain et ils te disent voilà, moi, parce qu'il a une prouesse, il a un physique, il a un mental, du coup on est vachement happé par cette personne. Et effectivement, un Mike Horn, je suis sûre que si on fait un sondage, est-ce que vous trouvez plus sexy un Mike Horn ou un patron du CAC 40? Le sondage répondra de lui-même. Mais voilà, et je pense que Mike Horn va arriver en tête d'affiche. Et pourquoi? Mais parce qu'il inspire la résilience, un mental d'acier, l'aventurier, etc. Et en même temps, quand il va en Arctique, il te dit donc la fonte de la glace, du coup en fait, il va, quoi. Du coup voilà, en fait les oursons, comme ils peuvent pas manger les phoques parce qu'en fait il y a plus de gaz, du coup ils vont manger les chiens ou voir les Inuits, etc. La communauté des Inuits, donc ça pose problème en disant effectivement lui en fait il a faim, l'ours polaire, et logiquement il est pas censé manger des humains, sauf qu'en fait, et donc du coup, le message il passe. Moi, je l'ai vu en conférence avant qu'il y ait tous ces confinements. C'était
C'était au Grand Rex. C'était formidable. C'était 2h30, 3 heures. Et il tape déjà parce qu'il est énergique, il est charismatique. Le mec, il a fait le tour de la planète dans différentes situations. Et en plus, d'un seul coup, paf, il te fait un rappel écologique, un rappel, etc. Avec le ton de l'humour parfois. Et ces messages passent et il te dit, ouais. Donc oui, ça, c'est hyper inspirant. Et je pense que nos jeunes sont d'accord. Tu disais tout à l'heure que tu avais l'intention de revoyager. Tu as fait pas mal d'humanitaire plus jeune. Des expériences humanitaires, des immersions. Des immersions qui t'ont même pas mal marqué. Ouais. C'est des choses que tu as en tête pour après J'aimerais bien. En effet, mon switch de vie, et je le raconte dans mon premier livre, Faire battre le cœur du monde. C'est comme ça qu'est né mon symbole du mouvement du cœur, qui est venu de ma propre opération du cœur. Voilà. Mais en rencontrant quand même la population vulnérable d'1 million d'apatrides au Bangladesh, donc entre les Bangladesh, les réfugiés apatrides, les Rohingyas. Effectivement, ça fait un switch en disant, moi à l'époque j'étais très vulnérable financièrement, j'étais en mode chômage RSA, et puis d'un seul coup je rencontre la population, je lui dis oui, bon, ils sont pires que toi Cyrielle, donc mais c'est compliqué à Paris d'avoir ton confort quand tu es au RSA, bref. Mais j'étais en quête de sens et je me dis après, ce voyage m'a permis de me déceler une pathologie cardiaque, c'est-à-dire qu'en me faisant vacciner la veille de mon départ à Dhaka, la capitale du Bangladesh, on me détecte un souffle-cœur au stéthoscope à l'Institut Pasteur. Au retour, on me fait « Ok, cardiologue, il me dit tu vas faire des examens. » Et là, on me dit « Ok, tu as 10 jours. Il manque une partie dans ton cœur. On va la reboucher. Mais il faut que tu passes dans 10 jours sur le bloc. » Et là, tu fais donc oui, grand éveil. Et quand on frôle la mort, en tout cas quand on pense frôler la mort, même si on me disait oui, c'est l'opération bénigne, mais on se fait pas opérer de la cheville, on se fait quand même opérer du cœur. On se dit si demain le cœur s'arrête, bon bah je marche plus sur, tu vois, j'existe plus dans cette vie-là. Du coup oui, ça m'a remis bien d'équerre, ça m'a remis on va dire même si je me suis éveillée spirituellement, moi j'ai eu cet éveil-là à ce moment-là, ça m'a bien réancré en disant arrête de te plaindre, t'as frôlé des gens qui sont dans des conditions misérables et ils le sont encore. Et toi, qu'est-ce que tu fais à ce réveil? Ton cœur est soigné, la planète, il y a plein de choses, plein de personnes qui veulent heal the world. Et donc, c'est devenu mon mantra, les personnes qui veulent changer le monde. C'est ça le journalisme d'impact, c'est que je veux tendre mon micro à des personnes qui veulent soigner le monde. Et c'est devenu, en plus, j'adore, quand Biden est élu président, il veut a nation healed. Donc, ça redevient en plus, même Biden, première puissance du monde, veut soigner le monde. Et je trouve ça, non mais... C'est aussi une chanson de Michael Jackson, il me semble. Oui, c'est ça, Heal the World. Mais oui, et de se dire, et je sais plus qui a dit ça en disant on ne change pas le monde, on le répare. Je trouve ça subtil. On ne change pas le monde, on le répare. Ouais. Et je pense que la nuance, c'est vraiment là. Parce qu'on l'a cassé. Il y a quelque chose qui s'est pété. L'humanité, nos frontières, notre système économique, c'est nous qui avons créé tout ça. C'est pas... Il y a justement une question... Oprah Winfrey... Ah, pardon. Hein? Moi, j'avais vu celle-là. Quel rôle modèle t'a inspiré? C'est Oprah? Ouais. D'accord. Voilà, c'est Oprah Winfrey. Pourquoi? Parce que depuis que je suis toute petite, je vois qu'elle interviewe les plus grands de ce monde, et dont pour moi, celui qui me parlait à 4-5 ans et qui chantait Heal the World, c'était Michael Jackson. Je me suis dit, ah ouais, moi aussi, je veux un jour être Oprah pour pouvoir accéder aux gens qui m'inspirent. C'est qui l'interview que tu aimerais faire et que tu n'as jamais faite? J'aimerais beaucoup voir DiCaprio. Ouais. Et le pape, oui ou non? Non, je veux pas. Non, c'est revoir le Dalai Lama. Ah oui. Revoir le Dalai Lama. Ouais, je l'ai déjà croisé. Là, j'aime vraiment m'installer, parce qu'il il est très actif. Je reçois plein de conférences. Il fait beaucoup de webconférences sur la spiritualité, la quête, le bonheur. Et moi qui suis assez. Donc un peu de Bertrand Piccard, un peu de Dalai Lama, un peu de Leonardo. Ah ouais. Et Oprah. Et Oprah, bien sûr. Et Sylvia Earle aussi. Sylvia Earle, c'est la sonographe qui a dirigé la NOAA, qui a fait des expériences dans la fosse des Mariannes avec James Cameron. Enfin, 7000 heures sous l'eau, c'est la Cousteau anglo-saxonne. C'est une femme formidable qui nous éveille aussi sur les enjeux du séant, qui, pareil, qui mange pas de poisson à cause de... Enfin, il y a plein mais voilà, beaucoup de personnalités comme ça. Selon vous, quel va être l'impact du Covid? Alors, on est un peu plus terre à terre là, mais est-ce que finalement... on en a parlé, lisez les livres, mais c'est les changements de vie, c'est les gens qui veulent mettre plus de... Le fait que, imaginons qu'il n'y ait pas eu de crise sanitaire, on en serait où aujourd'hui? On continuerait à prendre l'avion pour un oui ou pour un non? J'ai peur que ça reparte, parce que là, on est là encore. Quitte à ton vaccin, t'as reçu ton QR code? Ouais, enfin bon, je crois qu'en Chine, c'est reparti. Donc, on en reparlera en 2025, tu vois, mais je sais pas si pour le moment, ça fait quelque chose d'un point de vue très court-termiste, mais l'être humain, voilà, dès qu'on va tous avoir notre passeport, en tout cas nos vaccins, on verra s'il y a le passeport vaccinal ou pas, d'un point de vue éthique. Mais je pense que
là, qu'est-ce qu'on a envie en France, enfin, tu vois, il y a ceux qui vont dire attends, mais moi cet été, je vais rester en France. Ok, mais est-ce que la majorité de la population française qui ont décidé de faire un été 2021 en France, est-ce que ça va être la même? Peut-être qu'ils vont partir en décembre 2021 sous les tropiques, et puis peut-être qu'en été 2022, on n'en peut plus, on va vouloir, tu vois. Donc, pour le moment, on attend de voir, mais parce qu'il y a ceux qui veulent préférer rester la sécurité, je reste ici. Toi, ta disposition d'esprit, c'est quoi? T'es dans quel Moi, j'ai envie de partir. T'as des fourmis dans les jambes. Ah ouais, moi j'ai des fourmis. Quand je scrolle, mais quand je parle de mes reportages en Amazonie, etc. Quand je regarde les photos et parfois le soir avant de me coucher, je les vois et j'ai le cœur qui vibre, et je regarde des documentaires sur l'Amazonie, les peuples indigènes et tout. Mais j'ai une attirance, mais c'est moi. Voilà, d'autres vont avoir une attirance, j'en sais rien. C'est toi l'invité, donc ça tombe bien. Mais c'est vrai que j'ai une envie d'ailleurs. Moi, je sais que, et c'est pas une question de dire oui, il y a la misère en bas de chez nous. Oui, bien évidemment. Mais après, traiter les peuples autochtones, bon, bah, il y en a plus en Amazonie que dans le Luberon, tu vois. mais chacun, voilà. C'est ma quête. Et voilà, aujourd'hui, Nicolas Hulot. C'était la dernière question, mais évidemment, tout le monde te la pose en ce moment, mais ta propre raison d'être à toi. Parce que il y a un côté un peu quand même presque métaphysique et dans ce que tu fais et dans le bouquin sur une raison d'être. C'est quoi être? Et donc, quand on tire le fil de cette quête existentielle, on finit par tomber sur des choses qui sont peu prosaïques, parfois très spirituelles, parfois vertigineuses. Je pense qu'on a tous ensemble, c'est intrinsèque, et c'est ce que je te disais, quand on résume ces 37 personnes qui viennent de bords différents, de générations différentes, etc. Il y a cette quête, et c'est vrai cette quête d'utilité. Moi, aujourd'hui, effectivement, j'ai envie de me dire, je fais pas juste, je vais pas parler je veux pas citer mais je veux dire, j'ai besoin de mettre du sens. Donc aujourd'hui, je sais que je suis journaliste, je suis dans l'impact. C'est sûr que Cyrielle, dans 10 ans, elle fera plus ça, elle aura fait autre chose. Sans doute parce que j'ai envie d'évoluer, j'ai envie d'avoir de l'impact, et peut-être qu'un jour je vais rencontrer quelqu'un et il va avoir besoin de fonds, etc. Moi j'ai besoin je sais pas, avoir de l'impact, me sentir utile, ça c'est sûr. Je veux dire, me lever le matin pour me dire que sans avoir en plus une famille, du coup, j'ai d'autant plus envie d'utilité dans ma vie professionnelle. J'ai pas de bouche à nourrir, j'ai pas des enfants qui m'attendent le soir, je suis pas responsable d'un être humain aujourd'hui, ni d'un chat ou tu vois, d'un poisson rouge. Donc je me dis, ok, j'ai peut-être envie de donner, du coup, de consacrer mon énergie pour essayer de faire make sense. On ne peut pas faire du bien mal, mais en tout cas de mettre du sens, peut-être d'éveiller. Et Alizé d'ailleurs de Make Sense que tu interviews. Alizé qui est dedans. Ouais. Et voilà, donc ma raison d'être, c'est peut-être de tendre mon micro à toutes les personnes qui ont quelque chose, une inspiration, une solution, des projets qui sont inspirants et qui sont bien pour la planète, quoi. Enfin, pour notre économie, notre société. Comment BFM Business, qui est au point de départ, Mais tu vois, tout le monde évolue. Ouais. Est-ce que peut-être que dans quelques années, je sais pas moi, il n'y aura pas besoin d'avoir une émission intitulée Objectif, raison d'être ou Impact, parce que ça aura un peu comme la RSE, un peu grignoté les entreprises pour arriver un peu au cœur des stratégies. Est-ce que tu penses que l'économie elle-même ne sera plus divisée entre, disons, la vraie économie classique et puis de l'autre côté une économie responsable, on va dire. Ouais, plus responsable. On voit bien le shift l'année dernière. Mais tu le disais bien hier au téléphone quand tu dis le supplément d'âme. Ouais, le supplément d'âme en disant effectivement, je suis arrivée en mars 2020 sur les ondes. Alors c'était 2 semaines avant le confinement, donc la promo de l'émission, c'était pas ça. Mais en attendant, je vois la différence en mai 2021. Oui, en fait, quand on regarde la matinale de BFM Business, c'est ce que je te disais, on voit, tiens, un patron qui arrive, etc., il vient parler de son business model, de ce qu'il fait, etc., et il dit donc oui, donc notre raison d'être, alors que c'était pas la question. Le mot impact vient sur c'est ce que je leur ai dit vendredi en direct, je leur ai dit, vous devrez aujourd'hui vous appeler Good Morning Impact Business, parce qu'effectivement, oui, donc nous, l'hydrogène vert, alors nous, les énergies éoliennes, alors nous, dans le photovoltaïque, vous savez, puis nous, dans la finance impact, vous savez, on s'est retiré du charbon, et on voit qu'à chaque fois, partout, donc on est content en fait, parce que, et c'est pareil, c'est ce que je dis en conférence, tous ceux qu'on mettait les directeurs RSE dans des placards, aujourd'hui, il y en a qui arrivent au COMEX. C'était des directrices d'ailleurs. Souvent, c'était des femmes en plus, et aujourd'hui, elles sont contentes. Et quand je leur demande l'évolution du poste, oui, elles ont plus de considération. Et pour conclure, et pour monter cette considération, c'est je fais
une clubhouse, donc une room, pardon, je vais reprendre le jargon. Dans l'ancien réseau social. Il y a quelques mois, avec Kering, donc deuxième groupe de luxe après LVMH. On me dit, voilà, il faut que tu postes, tu faudra faire des questions pour la directrice RSE Marie-Claire Daveux, donc du groupe Kering. Il y a, je sais pas, une dizaine de marques de luxe. Et puis là, qui vient? François-Henri Pinault. Le milliardaire français qui arrive, le troisième milliardaire, peu importe, en disant, et il vient parler des engagements, soutenir les propos de sa directrice RSE. Et lui, il a attendu pendant une demi-heure, parce qu'à un moment, je voyais... il était en attente dans la room. Il était en attente, il était là en train d'écouter, il a relevé, et je me dis, mais là, ça montrait... Figaro a fait un petit papier là-dessus, mais je trouvais ça bien de dire, regardez, en fait, la directrice RSE, elle est juste supportée par... le ponte, la tête du groupe en disant bah oui, nous effectivement chez LVMH, c'est moi quand j'ai trouvé ça formidable parce que ça montrait que nos enjeux, ils sont regardés différemment et on voit qu'on prend du poids dans l'entreprise. Aujourd'hui, bien évidemment, la directrice RSE qui passe sur Clubhouse, première fois qu'il parlait, et François-Henri Pinault, il prend du temps dans son agenda ultra booké pour dire pendant une demi-heure, il va suivre les propos et en plus après, il va monter dans la room et il parle. Il disait moi, effectivement, les développement durable, au départ, je suis allée voir mes créateurs, mes designers, un par un, il y a, je sais pas, une dizaine d'années. On me disait, oui, ça va être hyper contraignant. Ils disaient non. Bon, après, c'est peut-être son discours d'aujourd'hui. Ils me disent, moi, je vois ça plutôt comme une opportunité. Saisissons les enjeux de développement durable, etc., de mode responsable, comme une opportunité. Et là, Kering, 178 milieux d'investir collective. Donc, seconde main. Donc, je trouvais ça formidable de voir que, elle était soutenue par quand même le milliardaire français de sa maison, quoi. C'est le mot de la fin. Voilà. Cyrielle, on n'a pas eu le temps passer, franchement. C'était passionnant. Et je rappelle le bouquin, quand même, Nos raisons d'être, écrit avec Sylvain Raymond, qui est entrepreneur, vers une société durable et plus humaine. Donc, on te retrouve du lundi au jeudi sur BFM Business pour à 7h40, sinon on est en replay. Et sinon, à 19h, Objectif Raison d'être. Et à 19h le vendredi. C'est sur Objectif Raison d'être. Merci beaucoup à tous. Merci à toi. Merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont regardés, écoutés, qui ont posé des questions. Et qui nous filment. Et merci à toute l'équipe qui nous a filmés. Et puis, au petit l'équipe organisateur aussi, avec Florence Bonetti, qui nous regarde ici plus. avec nous. Merci Cyrielle. Bon courage à toi. Bonne chance. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. À la prochaine. Avec grand plaisir. Et nous, on se retrouve bientôt pour un prochain Ionis Next. Salut, ciao.